Et à tous, et je vous remercie d'être présents à cette cérémonie de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun. Et à ce sujet, je vais vous lire le message du secrétaire d'État, du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. En ce dimanche 29 mai 2016, la France commémore le centenaire de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, 50 ans après la cérémonie présidée par le général de Gaulle, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne se retrouvent sur les lieux où l'histoire s'est écrite. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent leur vie. La terre où ils reposent encore aujourd'hui reste profondément bouleversée par ce déchaînement de violence. Verdun, c'est aussi une ville martyre. Verdun, c'est pour la France le symbole de la Grande Guerre. L'immense majorité des poilus de 1916 sont passés par Verdun. Chaque famille, chaque commune, chaque territoire de France a fait Verdun. La route de la Noria par laquelle troupes et matériel se sont acheminés vers le front devient très vite la voie sacrée, car la bataille de Verdun est la bataille de la France. Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c'est devant l'ossuaire de Douaumont que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette réconciliation. Dans la continuité de ce geste, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne honorent aujourd'hui, sur le champ de bataille et dans la ville de Verdun, les soldats et les civils dont la bataille a brisé les destins. Ils inaugurent ensemble le mémorial de Verdun rénové, l'héritage des anciens combattants, qui rappelle à tous les visiteurs ce qu'a été la bataille des deux côtés du front. Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun. C'est pour cela que près de 4000 jeunes français et allemands, venus de tous les territoires, ont été invités à vivre à Verdun et sur le champ de bataille, ensemble, pendant plus de 3 jours. Ce sont eux qui, aujourd'hui, sont au cœur de la cérémonie franco-allemande. L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d'Europe, l'occasion d'adresser un message d'espoir à la jeunesse. Je vais vous demander, bien entendu, de faire une minute de silence à l'occasion de cette commémoration. Je vous remercie. Auprès du monument. Je vais actuellement... Le 21 février 1916, à 7h15, le Kronprinz, héritier de l'empereur d'Allemagne, lance sur Verdun l'opération qu'il appelait Gericht, traduisait jugement. Prévu pour le 10 février 1916, la bataille dut être reportée pour cause de mauvais temps. Pour les Allemands, il s'agit d'opérer une percée dans les lignes françaises en prenant le saillant de Verdun. Le général Erich von Falkenhayn, concepteur de l'opération, dira plus tard qu'il s'agissait seulement d'une bataille pour saigner à blanc l'armée française sous un déluge d'obus, dans un rapport de perte de 1 pour 2. Dans la réalité, la bataille se révèle presque aussi coûteuse pour les Allemands. Elle fait plus de 700 000 pertes, morts, disparus ou blessés, soit une moyenne de 70 000 victimes par mois. On estime aujourd'hui que les corps de près de 150 000 soldats français ou allemands n'ont jamais été retrouvés. L'état-major allemand savait que les forts défendant la ville de Verdun avaient été débarrassés de leurs canons dont Joffre avait besoin pour l'offensive qu'il projetait dans la Somme.
Les garnisons de ces forts étaient bien souvent réduites à quelques dizaines de combattants, souvent les combattants les plus âgés. Et le système de défense parfois réduit à une seule ligne de tranchées au lieu de 3. Tous les éléments étaient réunis pour que cette attaque puisse amener l'armée allemande à percer le front à cet endroit. Dans la réalité, on s'est battu autour de Verdun du début à la fin de la guerre. La bataille de Verdun ayant été simplement un temps fort de tous ces combats. Elle dura, comme le disait Madame le maire, 300 jours et 300 nuits. 30 millions d'obus allemands et 23 millions d'obus français furent tirés, soit 100 000 par jour de combat en moyenne, 200 à 250 000 les jours d'offensive et jusqu'à 2 millions d'obus pour la seule journée du 21 février 1916. Si l'on ramène cette quantité d'obus à la superficie du terrain, cela fait 6 obus par mètre carré. Ainsi, la tristement célèbre côte 304, dont le nom vient de son altitude, 304 mètres, ne fait plus que 297 mètres d'altitude après la bataille, et le Mont-Rome, autre lieu de sinistre mémoire, va perdre 10 mètres. L'artillerie allemande va utiliser la méthode du Trommelfeuer, traduisait roulement de tambour. Les canons tirent en feu continu pour obtenir un pilonnage. Ce pilonnage était entendu à 150 km à la ronde. Il plongeait les défenseurs dans un effroi terrible. Cette préparation d'artillerie devait permettre de détruire les défenses du terrain à conquérir avant l'assaut de l'infanterie. En février 1916, les effectifs français sur place étaient de 150 000 hommes. En avril, ils s'élèvent à 525 000 hommes. Pour certains auteurs, cette concentration humaine sur une si faible surface pourrait en partie expliquer le bain de sang que constitue Verdun. Cette bataille franco-allemande est rapidement devenue un symbole. Pour la nation tout entière, Verdun devient le symbole du courage, de l'abnégation et du sacrifice. Symbole de la résistance désespérée d'une armée qui subit un assaut parfois à 1 contre 4. Symbole également du soldat français, le poilu, puisque, du fait du tourniquet mis en place par le général Pétain, presque tous les régiments ont eu à passer par Verdun. On estime que près des 3/4 de l'armée française ont combattu à Verdun. Ainsi, sur les 7 régiments représentés sur ce monument aux morts, 5 régiments ont combattu à Verdun, dont 4 pendant la bataille de 1916. Autre symbole également, les forces coloniales ont également été très largement engagées. Symbole d'une ténacité, d'une inventivité, d'une capacité d'adaptation qui allait permettre rapidement d'approvisionner les combattants par la route reliant Bar-le-Duc à Verdun et que Maurice Barrès appellera la voie sacrée. Tout au long de la bataille, il circulera sur cette voie sacrée plus de 3000 camions par jour, par choc contre par choc, soit 1 toutes les 15 secondes. 90 000 hommes et 50 000 tonnes de munitions seront ainsi transportées chaque semaine. Enfin, l'artillerie lourde est réorganisée. On doit l'ensemble de ces mesures au général Pétain qui dirige les 3 premiers mois de la bataille. Fin avril, les Allemands étant arrêtés, Joffre souhaite confier le commandement des opérations à quelqu'un de plus offensif. Le 1er mai 1916, il nomme Pétain chef du groupe des armées centres et le général Nivelle à Verdun. C'est au général Nivelle que va revenir le mérite d'enrayer définitivement l'offensive allemande en juin-juillet 1916 et de reconquérir le terrain perdu avec la récupération du fort de Douaumont, aidé en cela par le général Mangin. La bataille se termine en décembre 1916 par un retour complet à la situation antérieure. Autour de Verdun, 9 villages furent totalement détruits. Beaumont, Besonvaux, Cumières, Douaumont, Fleury, Aumont, Louvemont, Orne et Vaux. D'autres lieux restent gravés dans les mémoires, le bois des 4, le Mont-Rome, la côte du Poivre et bien d'autres. Verdun est aussi le symbole de la réconciliation franco-allemande qui s'est manifestée notamment par la poignée de main du président François Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl à Douaumont en 1984. La ville reste cependant le symbole du sacrifice de générations entières qui ont dû endurer le froid, la boue, la peur. Ces hommes étaient parfois jeunes,
ou même un peu plus âgés, engagés dans les régiments de réserve ou les régiments territoriaux, mobilisés pour aller défendre les frontières dans un chaos de fer, de feu et de sang. Aucun ne savait à quoi s'attendre. Ils partirent la fleur au fusil et découvrirent l'horreur des champs de bataille, la mitraille qui fauchait, les gaz qui suffoquaient, les shrapnels qui déchiraient les chairs et les mines qui amputaient les membres. En ce jour de commémoration de la bataille de Verdun, nos pensées iront vers tous ceux qui ont combattu, et plus particulièrement vers Émile Lamette, soldat au 129e régiment d'infanterie, disparu à Douaumont le 29 mai 1916, à l'âge de 36 ans, et dont le nom figure sur ce monument. En ce jour des fêtes des mères, une pensée ira également vers toutes les mères qui n'ont pas eu la chance de revoir leurs fils, partis combattre et qui en resteront inconsolables. Elles sont parfois représentées, toutes à leur peine, sur nos monuments aux morts. Une inscription de cette douleur figure sur le monument aux morts de la forêt du Temple, dans la Creuse, seul monument où est inscrit pour la guerre de 14 le nom d'une femme. Cette inscription est la suivante: Emma Bujardet, morte de chagrin, 1917. Figure sur le même monument le nom de son neveu, tué en 1915, de ses 3 fils, Fernand, René et Maurice, tombés respectivement en 1915, 1916 et 1917. Pour terminer, je vous lirai le courrier du soldat Louis Corti du 30e régiment d'infanterie, courrier daté du 22 avril 1916 au cours de la lutte pour le Mont-Rome. Car on meurt de la boue comme des balles. Des blessés sont engloutis dans ce marais perfide. Ici, c'est la boue qui obsède, la boue glissante et liquide, l'affreuse boue meusienne, soulevée, piétinée, tassée par des centaines de milliers d'hommes, de chevaux, de voitures. Une mer de boue jaune qui pénètre jusqu'à la peau. Elle réussit à se glisser sous les planches et les couvertures. Nous vivons sous la boue, nous voyons de la boue partout. Et des cadavres, et encore de la boue, et encore des cadavres. On a appris à vivre dans la terre avant de mourir. Merci, Monsieur Pétel. Je voudrais vraiment remercier la Société d'Histoire de Saint-Pierre par leur précision de leurs recherches. Et il est bon, dans ces moments de commémoration, d'avoir quelques précisions, des chiffres parlants, des moments d'émotion, difficiles encore à contenir, même après 100 ans. On entend les chiffres, on écoute les lettres, on imagine. Et l'imagination, c'est encore pire, peut-être. Mais ça ne peut pas être pire que ce qu'ils ont vécu. Merci à tous. Et merci encore que cette guerre soit terminée et surtout que ça reste dans nos mémoires. Et nous comptons encore sur vous, mesdames, messieurs, les générations futures, pour que cela persiste et que jamais ça ne se reproduise. Merci.